Soigneusement repassés et impeccablement présentés, les nazis adoraient leurs uniformes. Pour l'esprit nazi, l'uniforme démontrait la discipline et le statut, et était utilisé dans le cadre de l'effort de propagande pour donner à leur rêve d'une nouvelle super-Allemagne un sens de la mode et du style. Certains ont embrassé cela plus que d'autres, avec peut-être le plus notable connaisseur de beaux vêtements étant Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, qui était connu pour avoir fait faire des uniformes spécialement taillés et flamboyants pour lui-même. Mais la mode a joué un rôle plus important dans la culture nazie qu'on ne le croit d'abord. Dans cet épisode, nous allons explorer l'importance et une partie de l'histoire derrière l'obsession nazie pour les uniformes. Bienvenue à Guerre du Monde. Très rapidement, après avoir pris position en tant que leader du Parti ouvrier allemand national-socialiste, abrégé à jamais par la suite par sa traduction anglaise, en Asie, Adolf Hitler a cherché à forger une identité pour ses membres et ses différentes branches. Il avait vu comment simultanément l'effondrement des méthodes militaristes de l'époque du Kaiser avait laissé l'Allemagne d'après-guerre chercher à savoir qui elle était, tandis qu'en même temps, les rivaux des nazis, notamment le Parti communiste, avaient des objectifs clairement définis et un symbole derrière lequel se rassembler, à savoir le marteau et la faucille. Hitler a donc cherché un symbole que le parti nazi pourrait utiliser de manière similaire, qui non seulement identifierait les adeptes du nazisme, mais aurait également un pouvoir d'attraction pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Au cours des 50 dernières années, les hautes sphères de la société européenne avaient développé une fascination pour le mysticisme et l'occultisme, et en particulier étaient devenues éprises des pratiques de ceux de l'Est. Les peuples de Chine et d'Inde étaient souvent considérés comme étant plus proches d'une certaine puissance naturelle encore inexploitée, car ils n'avaient pas été corrompus par la science et la technologie de l'Ouest qui ont émergé dans le Révolution industrielle. Ainsi, un certain nombre de pratiques et de symboles orientaux ont été appropriés par les Européens pour leur utilisation dans leurs propres cérémonies pseudo-religieuses. Et l'un de ces symboles était ce qui était connu en sanskrit sous le nom de svastika. Le motif de la svastika, une croix avec des crochets traînant à chaque extrémité, semble avoir été utilisé pendant environ 7000 ans et était généralement associé comme un symbole de bonne fortune. À ce jour, il reste un symbole sacré dans l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et l'odinisme. Et c'est un site commun sur les temples ou les maisons en Inde ou en Indonésie. L'intérêt pour le symbole en Allemagne a été catapulté dans la conscience publique plus large, à la suite du travail de l'archéologue Heinrich Schliemann, qui a découvert des symboles similaires sur de très anciennes poteries allemandes et encore sur le site de l'ancienne ville de Troyes. Étant donné à quel point son adoption semblait répandue, Schliemann a attribué aux svastikas des pouvoirs religieux spéciaux. Sinon, c'est sûrement d'ordre religieux. Cette histoire, couplée à l'intérêt croissant pour l'eugénisme et l'importance de l'ethnicité dans certains cercles européens, a conféré au symbole une relation avec l'idée de pureté génétique. En particulier, la notion de supériorité héréditaire aryenne, principalement due à son adoption par ceux qui idolâtraient la culture nordique. Ceci malgré son adoption par les peuples non-aryens de l'Est. Ainsi, lorsque les dirigeants nazis cherchaient leur symbole en 1920, la svastika, comme son nom a été germanisé, était déjà dans le Zeitgeist public allemand, augmentant leur profil. Curieusement, la svastika a aussi été adoptée par d'autres groupes d'extrême droite, rivaux d'Hitler et des nazis, partageant des croyances similaires. Déterminés à l'adopter pleinement pour leur cause, les nazis avaient la double intention que le symbole fournisse quelque chose derrière lequel leurs partisans pourraient se rassembler, tout en frappant de peur ses rivaux, tous les rivaux à leur montée au pouvoir, qu'ils aient ou non des objectifs nationaux ou raciaux similaires. La svastika a donc rapidement orné la littérature, les œuvres d'art, les bureaux nazis, et finalement les vêtements sous forme de brassards et de badges. La période d'après-guerre immédiate en Allemagne a été marquée par une violence extrême, alors que les anciens soldats rentraient chez eux désillusionnés et amers de leur défaite et de l'apparente trahison de leurs dirigeants dans la nouvelle République de Weimar qui a remplacé le gouvernement du Kaiser. Avec l'influence croissante de groupes aux idéaux étrangers ou perçus comme anti-allemands, tels que les communistes,
Dans de nombreux cas, les rues des villes allemandes sont devenues parfois des zones de guerre entre factions idéologiques. Si les nazis devaient survivre, ils avaient besoin d'une force de protection, capable de se défendre contre les attaques de ces autres factions et en même temps de riposter contre elles. Même lorsque Hitler s'adressait à de petites foules ivres dans les brasseries, il avait déjà commencé à organiser sa protection, sous la forme d'anciens soldats agissant comme sécurité contre les dissidents. C'était la genèse de la Sturmabteilung, ou la SA, qui se traduit approximativement en anglais par les Stormtroopers. Le nombre de membres de la SA a rapidement augmenté dans les années 1920 et réalisant qu'il avait une armée en formation, Hitler a décidé qu'ils avaient besoin d'un uniforme. À cet égard, les circonstances de l'Allemagne se sont avérées fortuites pour Hitler, car les marchés allemands étaient inondés de surplus de vêtements militaires. Gerhard Rosbach était un membre du Freikorps allemand, un groupe de paramilitaires et un nationaliste avoué qui a rapidement rejoint le mouvement nazi grandissant de Hitler après ses propres efforts contre la guerre. En 1925, Rosbach a obtenu un certain nombre d'uniformes ex-militaires qui étaient à l'origine destinés à l'armée servant dans les colonies africaines de l'Allemagne impériale. Ils étaient donc drapés d'une couleur brun foncé, et plus tard, il adapterait ces uniformes pour la SA, ce qui a conduit à ce que les Stormtroopers de Hitler soient toujours appelés les Braunhemden, les chemises brunes. Les Braunhemden, les Braunhemden. L'uniforme brun orné de la croix gammée de la SA donnait aux nazis une perception de pouvoir et de discipline, même si en réalité il n'était guère mieux que les gangs violents utilisés par d'autres factions en lutte pour le pouvoir en Allemagne à l'époque. Voir cette armée en combat avec ses rivaux a eu les effets désirés que Hitler voulait, encourageant le soutien et frappant de peur. Cependant, cela ne faisait que partie du modus operandi de la SA, et il devait toujours agir en tant que garde du corps pour Hitler, qui a également reconnu qu'il devait se démarquer pour élever sa propre image publique. Cela a conduit à la création d'une unité subordonnée au sein de la SA, spécifiquement pour la protection de Hitler, surnommée la Schutzstaffel ou SS, signifiant escouade de protection. Étant subordonnés à la SA, ils ont également adopté leurs chemises brunes, mais les ont modifiées pour démontrer leur rôle spécial. Parmi les symboles adoptés par la SS, figurait l'insigne du Totenkopf ou tête de mort, qui avait déjà une longue et prestigieuse place dans l'histoire militaire allemande. Au fur et à mesure que la taille du parti augmentait, son organisation devenait plus formelle et incluait des grades de style militaire. Ils ont donc adopté des brassards avec une croix gammée dessus et une série de rayures déterminant leur grade au sein de la branche dont le porteur était membre. Mais toutes ces mesures ont commencé à créer une division entre la SS et la SA. Les premiers, avec leurs exigences d'entrée extrêmement strictes, se sentaient comme s'ils étaient la branche supérieure. À la fin des années 1920, la SA et la SS ont continué à forger des identités distinctes, comme le démontrent leurs uniformes respectifs de plus en plus uniques. L'uniforme de la SS utilisait de plus en plus la couleur noire, et cela n'a fait qu'empirer lorsque Heinrich Himmler a été nommé à la tête de l'organisation en 1929. L'adoption croissante de la couleur noire n'était pas un hasard. Le noir est devenu le symbole du fascisme en Europe, symbolisé par l'armée allemande. Conçu par Karl Diebich et le graphiste Walter Eck, le maillot restant brun pour apaiser la direction de plus en plus aliénée de la SA. Mais tout le reste était noir, des hautes bottes à la nouvelle casquette à visière de style militaire complétée par le Totenkopf. La couleur noire de l'uniforme servait également à faire ressortir encore plus le nouveau brassard universel nazi avec sa couleur rouge vif, sur lequel se trouvait un disque blanc et la svastika appropriée. Ceci, bien sûr, serait adopté plus tard comme le drapeau de l'Allemagne nazie et a en fait été conçu par Hitler lui-même, le design étant décrit dans Mein Kampf. Les hommes de la SS recevaient également des grands manteaux en laine noire pour le mauvais temps, qui portaient également le brassard, l'épaulette et les écussons de col de l'uniforme de base en dessous, indiquant le rang, etc. À cette époque, une nouvelle boucle de ceinture sur laquelle était gravée la devise « Mein Ehr heißt treu », signifiant « mon honneur et loyauté », a été ajoutée. Mais peut-être l'ajout le plus reconnaissable aux uniformes de la SS étaient les 2 S sur le col, disposés comme des éclairs stylisés. Les éclairs sont en fait des runes d'un ensemble de 18 runes arméniennes créées par Guido von List en 1906 et sont similaires à l'ancienne rune Sowilo qui symbolise le soleil, bien que List les ait renommées en Sig, signifiant victoire.
Le 30 janvier 1933, le président allemand Paul von Hindenburg a nommé Hitler comme le nouveau chancelier allemand. Après plus d'une décennie de campagne et de conspiration, Hitler et son parti nazi avaient finalement pris le pouvoir. Pour Hitler, ce n'était pas seulement une nomination politique. Les nazis promettaient de réaliser le destin du peuple germanique, et à cette fin, ils ont commencé à entrelacer leur idéologie tordue dans presque toutes les facettes de la société allemande. Un aspect de cette influence sur la société allemande qui est souvent négligé est la mode. En fait, la mode a servi à un but significatif pour la nouvelle Allemagne que les nazis construisaient, qui se vantait de cohérence, d'uniformité et de but. Pour Hitler, cette mission était spécifiquement attribuée aux femmes de la société nazie, qu'il jugeait moins conformistes que les hommes, souvent propriétaires d'une modeste collection de tenues formelles, de vêtements de travail et de loisirs. La mode féminine, cependant, était trop chaotique pour l'esprit nazi et déplaisait à Hitler, qui avait des opinions ultra-conservatrices sur l'habillement et le comportement des femmes. Dans cette optique, peu de temps après être devenu chancelier, il a créé le Deutsche Modeamt, ou Institut de la mode allemande, dans le but de mettre les femmes en accord avec les idéaux nazis. Hitler exprimait du dédain et même du dégoût pour les femmes qui portaient trop de maquillage ou qui changèrent la couleur de leurs cheveux avec de la teinture. Hitler était honnête et détestait l'odeur du parfum. Porter un pantalon effumé était considéré comme peu féminin pour une femme. Par conséquent, cet institut de mode fasciste a promu des styles de vêtements plus traditionnels pour les femmes, qui étaient souvent plus amples et moins flamboyants que le style français populaire qui imprégnait la société allemande avant 1933. La raison de cela était double, en ce sens qu'il était vu comme promouvant la chasteté et reflétant l'idée nazie que les corps des femmes devraient être adaptés au corps des femmes. L'idée que les femmes devraient être adaptées avant tout à la procréation, la croyance étant que les femmes plus grandes étaient mieux adaptées à cette tâche que les femmes plus minces. Le patriotisme et la pureté germanique perçue étaient toujours au premier plan de tout ce que les nazis recherchaient, et cela incluait les vêtements. Avec le désir d'une société entièrement aryenne, non touchée par ceux que les nazis considéraient comme impurs, Hitler a créé un sceau de qualité tordu pour les vêtements sous la forme d'étiquettes spéciales accordées aux vêtements des fabricants qui ont satisfait à l'inspection stricte des nazis. C'était le seul moyen de garantir qu'aucun non-aryen n'avait été impliqué dans la fabrication du vêtement. L'application de ce code de pratique était l'association des fabricants de vêtements aryens, et il est rapidement devenu tabou, surtout pour les classes supérieures et moyennes, d'être vu portant des vêtements sans cette étiquette. L'hypocrisie du régime nazi était peut-être mieux illustrée à cet égard, car tandis que les femmes nazies de premier plan ou les épouses des hauts dirigeants de Hitler étaient censées se conformer à ses idéaux en public. Les nazis soutenaient souvent ce que Hitler visait à éradiquer. Même sa compagne Eva Braun a continué à assouvir sa passion pour les parfums, tandis que Magda Goebbels, épouse du ministre allemand de la propagande Joseph Goebbels, continuait à porter des robes connues pour avoir été confectionnées par des designers juifs. Ayant initialement été un membre éminent de l'Institut de la mode, Madame Goebbels a rapidement été démise de ses fonctions lorsqu'il est devenu clair qu'elle ne se conformerait pas entièrement aux idéaux nazis. Malgré la consolidation de l'emprise nazie sur la société allemande, l'opposition persistait. Les uniformes nazis de divers types sont devenus de plus en plus vénérés, car ils indiquaient que le porteur était impliqué dans la création du rêve du Führer pour une nouvelle Allemagne. Cela a conduit à une augmentation des contrats pour les uniformes, indiquant les postes et les emplois gouvernementaux, ainsi que l'armée, qui allait bientôt s'agrandir en taille, alors que Hitler se débarrassait des restrictions du traité de Versailles et que tous arborient, maintenant, des swastikas. Des membres du parti nazi possédant des entreprises de vêtements ont récupéré plusieurs de ces contrats lucratifs. Parmi eux se trouvait Hugo Boss. Aujourd'hui, le nom de Hugo Boss est principalement associé à la mode masculine haut de gamme, mais sa fondation était une affaire plus modeste. Boss, dont l'entreprise porte le nom, a commencé à commercer en 1931 après avoir été établi dans la ville de Metzingen et a obtenu un certain nombre de contrats gouvernementaux pour les uniformes de police et de poste avant de tomber sous le charme des idéaux nazis. Même avant que Hitler ne prenne le pouvoir, Boss avait déjà commencé à fabriquer des uniformes pour la SA et la SS. Bien que son influence dans la conception de ce dernier ait été exagérée dans certains livres d'après-guerre, il a cependant travaillé de près sur des choses comme les types de matériaux choisis, avec le principal concepteur d'uniformes nazis, SS Oberführer Karl Diebitsch. Boss serait également impliqué dans la fabrication des uniformes pour les programmes de jeunesse des nazis, à savoir la jeunesse hitlérienne pour les garçons
et la Ligue des filles allemandes. Hitler voyait chez les jeunes l'opportunité d'influencer la génération qui combattrait peut-être pour l'Union allemande, le destin allemand à l'horizon. Ainsi, la création d'un état d'esprit militariste était d'une importance primordiale, conduisant à la nécessité des uniformes. Ces uniformes imitaient souvent leurs homologues de l'armée adulte dans le but de faire sentir à chaque garçon et fille qu'ils participaient déjà à une grande aventure. Les nazis avaient commencé un programme de jeunesse dès 1922 et, comme la SA, ont trouvé que leurs premiers efforts pour créer un uniforme étaient largement aidés par des chemises de surplus de l'armée. Le premier souci concernait l'uniforme de l'armée allemande. Les vêtements étaient souvent des chemises brunes d'armée récupérées après la guerre, sinon des chemises blanches. Différents couvre-chefs ont été adoptés par la jeunesse jusqu'à la standardisation. Les enfants pouvaient remplacer leur uniforme scolaire par celui-ci, gagnant ainsi un statut élevé parmi leurs pairs. Cependant, suite à un mandat de 1936 exigeant que tous les garçons aryens rejoignent la jeunesse hitlérienne, l'uniforme était aussi utilisé pour de petites protestations. Les parents qui refusaient l'adhésion de leurs enfants laissaient souvent les uniformes à leur porte pour être récupérés par les fonctionnaires, qui informaient ensuite la Gestapo locale. L'une des branches du régime nazi qui n'a certainement pas bénéficié de cette nouvelle période de l'histoire allemande était la SA. Maintenant fermement établie au pouvoir, les chemises brunes étaient plus un problème qu'un atout, puisque leur rôle avait été rendu quelque peu superflu et que leur tactique violente, qui avait si bien servi Hitler dans les années 1920, était maintenant plutôt embarrassante pour le Führer et sa société ordonnée. Le 30 juin 1934, lors de la nuit des longs couteaux, la direction de la SA a été éradiquée du régime nazi des années 1925. La SA a finalement été libérée, libérant enfin la SS, qui allait devenir une société à part entière au sein de l'Allemagne nazie sous Himmler, pour l'élite. Cela a également vu enfin se débarrasser des dernières chemises brunes de leur uniforme. En même temps, la SS construisait également sa branche armée sous la forme de la Waffen-SS, qui adoptait une variation des uniformes gris de l'armée allemande, mais adaptée de plus près pour indiquer l'allégeance de leurs porteurs et leur rang SS, qui était souvent différent de celui des armées. Au moment de l'invasion de la Pologne, la croix gammée avait été soigneusement intégrée dans toutes les branches des forces armées et ornait presque tous les uniformes. L'uniforme noir traditionnel de la SS est rapidement tombé en désuétude alors que la guerre faisait rage. Jusqu'à ce qu'en 1942 Himmler les ait dépouillés de leurs marques et ait été réaffectés à des rôles de sécurité, tels que les missions à des collaborateurs locaux dans les terres de conquise qui se sont joints aux envahisseurs nazis pour traquer les Juifs, les Gitans et autres indésirables. Les exigences de la guerre ont vu la SS assouplir certaines de leurs politiques de recrutement pour permettre l'inclusion de ceux des terres occupées qui souhaitaient rejoindre la cause nazie, à condition qu'ils puissent prouver qu'il n'y avait personne dans leur arbre généalogique qui aurait pu contaminer leur lignée. Ainsi, les uniformes de ces unités étaient souvent modifiés pour inclure une forme de symbole ou d'emblème identifiant leur patrie, portée sur la manche. Ces derniers comprenaient souvent des variations sur les drapeaux du pays d'origine, comme le bleu, le blanc et le rouge de la 33 division de Grenadiers Waffen de la SS Charlemagne. La SS n'était pas la seule à connaître des problèmes de recrutement pendant la guerre. Des fabricants comme Hugo Boss ont rapidement vu leurs usines perdre des hommes allemands au profit des forces armées. Et, par conséquent, l'entreprise a de plus en plus commencé à utiliser la main-d'œuvre forcée en provenance des pays occupés. Beaucoup de ces travailleurs forcés étaient recrutés dans les camps de concentration et étaient travaillés jusqu'à la mort ou l'épuisement. Après quoi, ils étaient envoyés aux chambres à gaz, avec des remplaçants envoyés en retour. Comme tous les aspects de l'industrie allemande, la SS était souvent utilisée pour, dans une tentative de vaincre l'ennemi, l'industrie textile allemande a subi une dévastation massive par les bombardements alliés et l'occupation du pays par les forces alliées, asphyxiant le Troisième Reich dans les derniers mois de l'Allemagne nazie. Les uniformes étaient rares, même les membres de la jeunesse hitlérienne, âgés de 14 ans, portaient des uniformes mal ajustés, tachés et endommagés. En 1945 portait un uniforme avec une croix gammée était comme recevoir un baiser de la mort. Après la guerre,
Boss a été condamné à une amende de 100 000 Reichsmarks pour avoir soutenu le national-socialisme et a perdu son entreprise. Son gendre, Eugen Holly, a repris et reconstruit l'entreprise, la transformant en la marque de luxe qu'elle est aujourd'hui. En 1999, la marque a annoncé qu'elle contribuerait à un fonds pour indemniser les anciens travailleurs forcés, présentant des excuses formelles en septembre 2011. Implication dans la pratique. Depuis 1945, les images de croix gammées, ornant des vêtements soigneusement repassés aux couleurs sourdes, sont devenues un symbole de fascisme et d'oppression gouvernementale. Ces images ont souvent été utilisées comme base pour des régimes similaires présentés dans la fiction, le plus notable étant peut-être l'empire des films Star Wars, dont toute la personnalité est clairement inspirée par l'apparence des nazis d'Allemagne, leur donnant même le nom de Stormtroopers. La fin du Troisième Reich n'était bien sûr pas la fin du fascisme, ni même de la philosophie nazie, et dans la période d'après-guerre, les vêtements et symboles nazis, en particulier la croix gammée, ont été adaptés par les néo-nazis et les groupes d'extrême droite. Au départ, ces groupes ont cherché à reproduire précisément les uniformes nazis. Néanmoins, la mode pro-nazie a évolué vers un style unique, menant à la naissance du terme « nazi chic » pour décrire cette tendance. Le nazi chic s'est popularisé dans les années 1970 avec les premières générations post-guerre, souvent en rébellion contre les aînés. Son adoption a souvent été associée à des groupes comme les Sex Pistols et à la scène fétichiste sexuelle due à l'autorité des uniformes nazis. Cependant, sa popularité a significativement diminué à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Bien que la tendance soit à la baisse en Occident, elle a augmenté en Extrême-Orient ces 10 dernières années. La culture occidentale moderne œuvre pour effacer les aspects sombres de l'histoire, comme la suppression des statuts de généraux confédérés. Cela pose problème à ceux qui souhaitent reconstituer les batailles de la Seconde Guerre mondiale en soldats allemands. Les événements de reconstitution historique excluent de plus en plus les groupes déguisés en forces allemandes, pour éviter d'offenser les visiteurs. Cela a suscité des accusations selon les escuelas les organisateurs cherchant à occulter l'histoire.